C'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire et atelier consacré au financement de l'innovation et notamment les outils qui sont disponibles pour les entreprises des Hauts-de-France. Je suis Mathieu, donc de l'équipe de Cap Industrie avec Sophie et Elodie, mes collègues qui sont connectés à distance. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Angélique, qui est la déléguée innovation et garantie BPI Amiens, Camille, la déléguée innovation pour BPI, tu es situé sur l'île pour t'occuper du Nord-Pas-de-Calais. Denis Placette, responsable du pôle développement des entreprises pour Hauts-de-France Innovation Développement. Et puis Jean-Denis qui se joint à nous à distance. Bonjour. De la région de France. De la région de France, pardon. On se connaît tellement que j'ai oublié de te présenter complètement. Donc on va vraiment commencer très rapidement à rentrer dans le vif du sujet, mais avant quelques petites règles pour le confort de tous. Si vous avez une question, une interrogation, surtout n'hésitez pas à la poser. On a un chat à droite de votre écran normalement qui apparaît, où on peut poser les questions en live aux intervenants. L'idée, c'est pour partir avec des réponses et pas d'interrogations à l'issue de ce webinaire. Le replay sera disponible après la session, le support est téléchargeable, vous sera envoyé directement à tous les inscrits. Alors, avant de rentrer dans le vif de la définition de l'innovation pour Angélique et Camille, moi j'aurais une première question. Pour vous, c'est quoi l'innovation? Qu'est-ce qu'on entend derrière ce mot en termes de, notamment, qu'est-ce qu'on peut financer? Commence. Alors, l'innovation chez BPI France, on entend par innovation au sens large, c'est-à-dire on va autant pouvoir financer de l'innovation sur des programmes de R&D très techniques que sur des innovations un peu plus incrémentales, sur de la modernisation de chaînes de production, voilà. C'est vraiment l'innovation au sens large. Et j'aurais aussi à rajouter que, en fait, souvent, quand on va à la rencontre d'industriels, la plupart du temps, en fait, on se rend compte que dès qu'on parle de R&D, c'est un peu technique et souvent, vous faites de l'innovation et vous en rendez pas forcément compte. Donc, dès que vous faites de l'amélioration de produits et de process, pour nous, c'est l'innovation. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir à ce moment-là. Denis, de la même manière, comment est-ce que c'est appréhendé l'innovation au niveau de Hauts-de-France Innovation Développement? Alors, même vision très large de l'innovation, c'est-à-dire c'est une amélioration qui peut être du procédé, du produit. C'est une invention qui se vend. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va trouver un marché. Au-delà de la recherche fondamentale, c'est quelque chose qui va apporter un avantage compétitif qu'on va pouvoir vendre. Ça marche. Et donc l'idée déjà, premièrement, c'est vous innovez peut-être sans le savoir. Et potentiellement, vous pouvez développer des choses qui pourraient être cofinancées. Donc l'idée, c'est vraiment prenez contact, partagez votre idée, votre projet, bien sûr en toute confidentialité, aux intervenants d'écosystème du territoire des Hauts-de-France pour voir s'il y a possiblement des outils de financement à votre disposition. C'est ça. Alors en préparant le webinaire, on a identifié différents outils, notamment ce qu'on appelle le diagnostic axe d'innovation. Alors c'est quoi cet outil, ce dispositif? Et concrètement, qu'est-ce que ça peut accompagner? Alors, le diagnostic axe d'innovation, en fait, ça va être vraiment les prémices de la démarche à l'innovation. Donc, souvent, ce sont à destination des PME et ETI, si je ne me trompe pas, qui n'ont jamais vraiment encore fait de démarche à l'innovation. Et à ce moment-là, en fait, on va leur permettre de faire une toute petite étape avant d'aller sur un gros projet. Par rapport au montant, notamment, vas-y Camille. Tout à fait. Le montant, en fait, on vient prendre en charge jusqu'à 16 000 € d'une prestation conseil, donc 50% de cette prestation avec l'entreprise. Et cette prestation a vraiment pour but d'initier les premières démarches d'innovation pour l'entreprise. C'est-à-dire, ça peut aller de la phase d'idéation à des premiers tests, des premières choses comme ça. Ouais. Donc, sur une assiette de 16 000, je peux récupérer 8 000 en suivant. C'est ça. Donc, ça permet quand même de ne pas impacter la trésorerie directement, totalement.
D'accord. Et donc, ça peut être de la prestation via des centres techniques, des partenaires industriels qui disposent de moyens de test, etc. Voilà, il y a des sociétés de conseil aussi qui viennent accompagner les entreprises. En fait, on va payer directement le prestataire. On ne verra pas l'entreprise. Donc, c'est aussi intéressant pour l'entreprise parce que du coup, ça ne rentre pas dans son bilan. On vient payer le prestataire. C'est ça. Et en termes de formalisme, est-ce que c'est conséquent ou est-ce que c'est facile? Est-ce que ça prend du temps à monter un dossier? Non, en fait, c'est très facile. Il faut aller sur Google, Diagax Innovation BPI France. Vous déposez votre demande, vous indiquez quel est le partenaire avec qui vous voulez travailler. Et en fait, c'est une équipe de Paris qui va prendre en charge, mais il n'y a pas de dossier à monter en tant que tel. Et si jamais vous n'avez pas de partenaire, nous, on dispose aussi d'une liste de partenaires référencés qui peuvent vous accompagner sur certains types de sujets. Donc, on a la possibilité aussi de vous mettre en relation avec des personnes pour vous accompagner sur un sujet précis que vous voulez développer dans l'entreprise. Pareil, au niveau des équipes de Denis, d'HDFID, vous recherchez des compétences techniques. Ils ont tout le réseau qui va bien pour identifier les partenaires qui vont pouvoir accompagner vos projets. Également, nous, au niveau de Cap Industrie, on a des contacts et on travaille en réseau avec les équipes de Denis et puis de BPI. Surtout, restez pas seul. S'il y a un message à retenir, on trouvera des solutions. Si tu veux, j'ai pris un petit exemple pour illustrer. En fait, on a accompagné par exemple une PME qui est dans la région, de moins de 50 salariés. Elle fait du découpage, de l'usinage de pièces. Elle fait aussi le traitement et la peinture de ces pièces sur un marché spécifique. Donc, c'est une entreprise qui n'a pas forcément l'habitude d'innover. Par contre, elle avait un marché spécifique pour la défense. D'accord. Il y avait besoin de faire un revêtement particulier sur les pièces. Et donc, en fait, il y avait besoin de faire des tests sur ce revêtement. Et donc, elle avait un partenaire pour faire ces tests. Et comme c'était 15 000 € le test, on l'a donc couvert avec un Diagax Innovation. D'accord. Donc, en reste à charge, il restait donc 7 500 € pour l'entreprise pour ces tests. Et qui lui a permis finalement d'avoir le marché de la défense. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal, mais on avait accompagné aussi à l'époque avec un collègue de Denis, une entreprise qui faisait de la soudure par points sur des matériaux métalliques et qui était passé sur un process particulier, soudage continu molette. Et donc là, il y avait eu des essais réalisés avec le fabricant pour vérifier la faisabilité de souder avec ce process différents matériaux, puisque la nature des matériaux n'était pas homogène entre eux. C'est quelques idées qui peuvent être prises et puis après, bien sûr, c'est fonction des projets de chaque entreprise. Mais ça reste assez souple. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les premiers projets d'innovation des entreprises de manière légère. Ouais. Et après, pour rejoindre un petit peu les critères du crédit impôt recherche pour le Diagax Innovation, le but, c'est de lever les incertitudes. Dès qu'une entreprise a des problématiques et ils ne savent pas trop comment s'en dépatouiller, c'est quand même un super dispositif qui aide à amorcer un petit peu ce genre de recherche. Et c'est vraiment un outil qui est très large. Ça peut être à la fois bon pour du procédé, ça peut être pour de la recette quand c'est dans l'alimentaire. C'est quand même un dispositif qui est très facilement mobilisable et qu'on aime bien. On a une question de Valérie qui demande est-ce que ça peut être des interventions pour mettre en conformité une machine innovante? Alors là, je vais un peu répondre. Je vais faire une réponse de Normande. Le problème, c'est que comme on est sur une mise en conformité, on est plutôt sur du réglementaire. Donc j'ai un doute que ça puisse rentrer dans le cahier des charges. Mais Valérie, si vous voulez, on peut revenir sur le sujet. N'hésitez pas à laisser votre email et on vous reviendra. On reviendra vers les cas, en fait. Voilà, la plupart du temps, c'est vraiment soit des actions d'idéation qui permettent d'intégrer du coup des démarches d'innovation, soit ça peut être des préétudes techniques, des études technico-économiques, ça peut être aussi des études de marché, le dépôt d'un premier brevet, ce genre de choses. Le dépôt d'un premier brevet, c'est vrai qu'on s'est sous-employé alors que ça peut être utilisé. Mais là-dessus, on va étudier individuellement votre. Oui, parce que c'est assez large en termes de prise en charge.
Donc là, on est plutôt sur des petits projets en termes de montant financier. Et s'il y a des sujets plus importants, est-ce qu'il y a des outils qui sont disponibles? Ouais, alors, chez BPI France, on a toute une palette d'outils de financement qui nous permettent vraiment d'accompagner les sociétés sur un continuum de financement. Généralement, quand la société a initié comme ça ses premières démarches d'innovation, derrière, soit on passe sur des aides de faisabilité, donc sous forme de subventions, qui sont des subventions qui vont de 30 à 50 000 euros, qui viennent financer jusqu'à 50% d'un premier programme de R&D, qui est un peu plus conséquent. Donc, généralement, on est sur des programmes entre 60 et 100 000 euros. Et puis, quand la société a vraiment des programmes qui sont plus conséquents, où on est vraiment sur des phases de développement plus avancées, on a également deux autres outils à notre disposition, qui sont l'avance récupérable et le prêt de R&D. Donc, c'est deux outils qui se ressemblent énormément. La grosse différence, c'est que l'avance récupérable, on va plus le mettre sur des sociétés qui ont un risque d'échec technique assez fort sur leur programme. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'une biotech qui va mener des essais cliniques, à tout moment, l'essai peut s'arrêter pour X ou Y raison. Et dans ce cas-là, l'avance récupérable peut se transformer en partie en subvention dans le cadre d'un échec technique. Quand il y a moins de risques d'échec technique, on est sur des innovations qui sont pas forcément de rupture. On mettra plutôt en place du prêt de recherche et développement, donc qui est décaissé en une seule fois, contrairement à l'avance récupérable où on a un décaissement au début et un décaissement à la fin. Donc là, dans deux tranches. Et si je peux me permettre aussi, le prix Innovation Recherche et Développement, en fait, il est aussi, moi je trouve super pour les entreprises sur le fait qu'il n'y a pas de fin de programme. Donc en termes administratifs, il n'y a pas à la fin à présenter les dépenses. Donc c'est beaucoup plus souple. L'entreprise va disposer des fonds en une seule fois et à la fin n'aura pas à justifier, si je peux me permettre, les dépenses. Bon, bien entendu, il vaut mieux garder les factures en cas de contrôle s'il y en a un, mais en tous les cas, à la fin, en termes administratifs, donc ça prend moins de temps à l'entreprise de porter un prix Innovation Recherche et Développement puisqu'il n'y a pas de fin de programme. Et là, on est sur un maximum de 80% de prise en charge du programme de R&D, donc c'est assez conséquent. Ouais. Contre 50% sur de l'avance remboursable, donc un peu moins, il y a une prise en charge un peu moindre. Et qu'est-ce qu'on met justement dedans? Ce qu'on appelle l'assiette éligible? En fait, on va prendre différents types de dépenses. Alors, la plupart du temps, en fait, le développement, il est fait en interne, soit par un bureau d'études, par des ingénieurs qui sont dans l'entreprise. Et donc, on va prendre le temps passé des employés qui sont dans vos entreprises et qui vont passer du temps sur le programme d'innovation, donc sur le sujet d'amélioration d'un produit, d'un process. On va aussi prendre le coût qu'un prestataire, parce que souvent, en fait, les entreprises n'ont pas forcément toutes les compétences en interne pour mener à bien le projet. De temps en temps, en fait, ils vont aller chercher un centre technique, ils vont aller chercher un labo, et en fait, on peut prendre le coût de ce centre technique ou de ce labo aussi dans l'assiette de financement. Si également il y a besoin de faire certains achats de matières premières pour mener à bien des tests, on va également être en capacité de prendre ces achats. Et aussi, s'il y a besoin de faire des investissements, par exemple de machines, de matériel pour faire le programme d'innovation, on va être aussi en capacité de le prendre. Alors par contre, là, il y a une petite spécificité. Si par exemple, vous achetez une machine pour faire le programme d'innovation, mais qu'à la fin, vous allez être en capacité de le récupérer et de pouvoir l'utiliser pour votre activité ou pour d'autres sujets, à ce moment-là, on va prendre uniquement l'amortissement sur la durée du programme de R&D. Par contre, si l'investissement n'est pas récupérable, à ce moment-là, on est en capacité de prendre le coût total de l'investissement. Aussi une remarque, une observation, c'est plus tôt on parle du projet, plus tôt on peut intégrer des dépenses dans l'assiette éligible, puisque si on vient vous voir une fois que le projet, on a levé tous les verrous techno, ça va être compliqué de se le faire financer. Il n'y a pas de rétroactivité possible. Tout à fait. Ça, c'est une règle d'incitativité chez nous. C'est-à-dire que pour pouvoir démarrer le programme de R&D et prendre en charge les dépenses de R&D afférents, le dossier doit être déposé chez nous. Donc, on n'a pas forcément l'accord, mais c'est vraiment la date de dépôt du dossier auprès de votre chargé d'affaires qui compte. Et bon, encore une fois, je me répète, mais c'est important de faire passer comme message. On peut même commencer à vous contacter dès lors
que l'idée commence à être mature, puisque les documents BPI sont bien faits, je trouve, et ça permet aussi d'accompagner la structuration du projet. Et l'objectif chez nous, c'est de vous faire faire le moins de choses possible sur les dossiers. Donc, on est aussi en capacité de travailler sur vos business plans, sur vos comptes de résultats prévisionnels. Vous n'êtes pas forcément obligé de remettre tout en template BPI. Nous, voilà, si les documents sont bien faits chez vous, ça nous va très bien aussi que vous nous fournissiez vos documents. Pareil pour la présentation de l'entreprise, voilà, vous nous donnez votre pitch deck, vous n'en faites pas un spécialement pour BPI France. On a vu aussi que ça pouvait être remboursable uniquement en cas de succès. Comment ça se passe lorsqu'il y a un demi-succès? Eh ben, on peut faire un remboursement partiel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une discussion qu'on a avec l'entreprise. Si finalement, sur une partie du programme, il y a eu un échec, mais une réussite sur, on va dire, une partie du programme, à ce moment-là, en fait, on va transformer une partie en subvention. Peut-être pas autant que si ça avait été un échec technique total, mais on va quand même transformer une partie en subvention. D'accord. Et attention, c'est uniquement pour l'avance remboursable, ce sujet-là. Et on ne transforme jamais la totalité de l'avance remboursable. De toute façon, on a toujours un remboursement forfaitaire minimum sur cette avance remboursable qui est en fonction de la taille d'entreprise, notamment de 20 à 40%. Et est-ce qu'on peut commencer par un diagnostic innovation et ensuite bénéficier d'une aide individuelle à l'innovation? Sans souci. Ouais. Sans souci. L'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a bénéficié d'une aide à l'innovation ne pourra pas bénéficier du DIAC et axe d'innovation dans les 2 ans post-aide à l'innovation. Mais par contre, sinon, c'est effectivement notre continuum classique, commencer par un DIAC et axe d'innovation, ensuite éventuellement une subvention en phase de faisabilité, puis ensuite une aide de développement de l'innovation, donc soit une avance récupérable, soit un prêt de R&D. D'accord. Et en termes d'exemples alors d'entreprises qui ont pu bénéficier de ce dispositif? Alors, j'ai pris 2 exemples. Une subvention, au niveau de la subvention, donc, par exemple, on avait une PME spécialisée, toujours dans l'usinage. On s'est adapté au public et qui souhaitait donc intégrer une nouvelle technologie d'assemblage dans son process. D'accord. Je ne pourrais pas aller plus loin parce qu'on a quand même le secret bancaire, donc je ne pourrais pas vous donner le détail technique de cette nouvelle technologie d'assemblage. Mais donc il y avait quand même c'était vraiment aux prémices, au tout début. Il y avait encore quelques doutes qu'il était possible d'intégrer cette nouvelle technologie dans le process. Donc à ce moment-là, on a décidé plutôt de partir sur une subvention parce qu'on a considéré qu'on était en phase de faisabilité. Et donc on a suivi ce projet qui était aux alentours de 100 000 euros. Et donc on lui a fait une subvention de 50 000 euros. D'accord. Donc on a pris en charge 50% des dépenses. En subvention. Et c'était en grande partie l'assiette représentée par du temps homme en interne. Pour finalement tester la nouvelle technologie dans le process. Il y avait des tests, donc c'était beaucoup de temps en interne. Et à contrario, qu'est-ce qu'on ne prend pas vraiment dans l'aide à l'innovation individuelle? Ce qu'on ne va pas prendre, c'est un peu les sujets qu'on a abordés avec Valérie, donc tout ce qui est finalement un peu obligatoire, donc tout ce qui va être réglementaire, conformité, ça c'est des sujets qu'en fait on ne va pas prendre en compte dans les dépenses. Et surtout tout ce qui va être dépenses commerciales, marketing. Si vous voulez faire de la certification pour avoir un avantage sur le marché, marketing, ça c'est des choses qu'on ne pourra pas prendre en charge. On ne pourra pas prendre en charge non plus tout ce qui va être frais de vente, salaire notamment de business développeurs, de commerciaux. Ça, c'est des choses qu'on ne pourra pas prendre en charge. On a d'autres dispositifs dans notre palette de financement pour prendre en charge ce type de dépenses, mais ça ne passera pas par une aide qui vient financer de la recherche et du développement. On est vraiment sur la notion de technologie et de levée de verrou technologique. C'est ça. Voilà. Par rapport alors, plus ou moins technologique en fonction des entreprises, parce qu'encore une fois, on intervient aussi bien sur de l'innovation de rupture que sur de l'incrémental, voire du très incrémental. Alors pour les béotiens, ça veut dire quoi tout ça? Alors, c'est-à-dire que l'innovation de rupture, donc on va être sur des technologies à forte intensité, donc des sociétés par exemple qui ne commercialisent pas, qui ont un programme de R&D de plusieurs années avant de pouvoir lancer leurs produits. Et de l'incrémental, ça peut être seulement de la modernisation de chaînes de production, ça peut être de l'amélioration existant, tout simplement. En fait, sans avoir un saut
technologique ou technique qui va être énorme et qui va finalement induire un très très long temps de développement. Voilà, ça peut être de l'automatisation d'une partie de la chaîne qui n'était pas automatisée jusqu'auparavant. Ça peut être, voilà. Mais pas que sur des innovations. On n'est pas obligé de déposer de brevet pour bénéficier de Pas du tout. Par contre, est-ce qu'on peut mettre les coûts de brevet dans l'assiette de dépenses? Ça, on peut, Ça, on peut. sans souci. Est-ce que tu veux que je donne un autre exemple? Avec plaisir. Alors là, on est parti sur la subvention. Donc, pour rappel, hein, le continuum, donc on a vu le Diag Axe Innovation, on a vu l'exemple de la subvention et on a fait auprès d'une petite ETI spécialisée en menuiserie industrielle. En fait, elle a décidé, à côté de son activité de menuiserie industrielle, de développer une activité de démantèlement et finalement de recyclage d'anciennes menuiseries. Donc en fait, finalement, ils se sont rendus compte que dans les chantiers, ils récupéraient beaucoup de déchets et ils ont voulu finalement un peu les valoriser. Mais avant de valoriser les déchets, en fait, ils ont voulu faire un peu une innovation de process en interne. Parce qu'en fait, le tri était fait manuellement. Donc, ça prenait beaucoup de temps de trier le PVC, l'alu, le bois vert. Et donc, en fait, ils ont décidé de fabriquer une machine pour trier automatiquement les déchets qu'ils récupéraient. Donc, je pense qu'ils avaient fait un peu les recherches sur le marché de savoir s'il y avait déjà une solution qui existait, qu'ils auraient pu acheter clé en main. Ils n'ont pas trouvé leur bonheur, ou en tout cas pas qui correspondait suffisamment à leur process. Donc, en fait, ils ont décidé de développer une machine en interne. Donc là, c'était un projet un peu plus conséquent, hein. On était sur un chiffrage de 500 000 euros. Et donc, on est intervenu avec une avance remboursable parce qu'il y avait quand même certains verrous techniques qui n'étaient pas forcément sûrs de pouvoir lever sur le programme. Et donc, on a fait une avance remboursable de 300 000 euros. D'accord. Donc, ça a permis effectivement encore une fois, d'épargner la trésorerie qui pourrait être orientée vers d'autres sujets, notamment l'exploitation. Et bon, là, on a eu de la chance, il n'y a pas eu d'échec technique. Donc, l'entreprise a commencé à rembourser son avance remboursable de manière classique. Mais par exemple, s'il y avait eu un échec technique, pour rappel, on aurait transformé une partie en subvention et ça aurait permis de partager le risque technique. Sur ces aides au développement, on vient financer des programmes vraiment de toute taille. On peut aller de 50 000 à 3 millions d'euros. Donc, on peut aller sur des programmes de 100 000 à plus de 6 millions. Donc, c'est vraiment très, très large. Après, attention, le montant dépensé des fonds propres et des quasi-fonds propres de l'entreprise. Donc, si vous avez un programme de 3 millions, mais des fonds propres de 500 000 euros, malheureusement, on sera quand même limité au montant des fonds propres de votre entreprise. Et puis nous, on va demander aussi à ce que la société ait les moyens de finir le programme de R&D qu'elle nous a présenté. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle démontre aussi sa capacité financière à supporter les coûts afférents à ce programme. D'accord. Très bien. Et donc, on est limité en taille d'entreprise? Alors, notre limite pour tout ce qui est aide à l'innovation, en fait, c'est 2000 salariés. 2000 salariés, ce qu'on considère comme ETI au sens BPI. C'est ça. Donc, on a quand même un champ d'action relativement large. Faire attention pour les entreprises, notamment qui appartiennent à des groupes, parce que souvent, nos règles de consolidation, ce sont des règles européennes d'ailleurs, peuvent faire sortir l'entreprise de ce champ-là. Et donc, on ne peut pas intervenir avec ces aides parce que derrière, il y a une grosse entreprise en fait dans le groupe. Donc, c'est des choses qui arrivent, voilà, mais le mieux, c'est d'en discuter et de voir ce qu'il est possible de faire. Très bien. Et j'ai quand même un superbe avantage quand même sur ces produits. Ce qu'on explique aussi aux entreprises, c'est la partie différée. C'est-à-dire que l'entreprise commencera à payer son crédit ou son innovation que lorsqu'il y aura un marché, qu'elle aura trouvé un marché, lorsque ça commencera à faire du chiffre d'affaires, alors elle commencera à payer. Ça, c'est quand même un superbe avantage pour les entreprises. Ça lève vraiment un gros risque. Merci, Denis. Et pour les plus grosses, alors pour celles qui sont à plus de 2000 salariés, elles ont droit à rien? Il y a quand même quelque chose. Alors, il y a quand même des dispositifs qui existent. En fait, souvent, les grandes entreprises vont devoir s'orienter vers les appels à projets nationaux, qui sont pilotés en grande partie par Bpifrance également, mais qui sont plutôt pilotés par les équipes parisiennes. Mais pour autant, n'hésitez pas à nous contacter en local parce qu'on peut être l'intermédiaire entre les équipes parisiennes et vous.
Et je crois qu'aussi au niveau de la région, on a un dispositif, hein, Jean-Denis. Alors justement, c'est là que la région peut apporter quelque chose. Comme vous l'avez compris, hein, dans les propos qui ont été tenus, on essaye de couvrir à peu près toutes les situations, c'est-à-dire tout type d'entreprise et tout type de projet. Je pense que on est très bien organisé et on travaille tous ensemble. On a vraiment un partenariat étroit avec BPI France, dont les produits d'aide sont dotés par l'État, mais aussi par la région, dont on a beaucoup d'outils partagés, hein, qui sont financés par l'État et par la région, et on essaye de faire en sorte que tous les projets de toutes les entreprises aient un accompagnement possible, hein, qu'ils soient en conseil ou en financement, en subvention ou en avance remboursable, mais on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Donc là, on a évoqué un trou possible, hein, c'est-à-dire les entreprises qui auraient plus de 2000 salariés ou qui, par le jeu des consolidations, hein, des filiales et des maisons mères, dépasseraient ce seuil. On essaye aussi de leur trouver des réponses. Et ces réponses, elles peuvent être aussi sur des fonds de la région Hauts-de-France. Région, hein, je vous le rappelle, la région a la main sur les aides directes aux entreprises, et on a aussi l'avantage avec BPI, qui a des équipes en région, d'avoir des contacts de proximité. Donc on essaye d'avoir une bonne réactivité, hein, de répondre rapidement, de se concerter rapidement pour proposer des solutions, qu'elles viennent de l'État, de la région ou d'autres partenaires. On essaye d'apporter à l'entreprise une réponse rapide et qui répond à son besoin. Alors voilà un outil, hein, qui est donc l'appel à projet dont je vais vous parler là. C'est un appel à projet qui est initié et financé exclusivement par la région et qui a pour but justement d'essayer de combler un trou dans la raquette, notamment vers les grandes entreprises, mais les petites sont également éligibles. Alors dans cet appel à projet, c'est bien de la R&D dont on parle, mais on a choisi l'angle du projet collaboratif. C'est-à-dire ce que l'on va financer, c'est de la collaboration entre plusieurs entreprises, grandes ou petites. Alors ce qui est intéressant, c'est que les grandes entreprises, elles emmènent souvent dans leur sillage des entreprises plus petites. On peut avoir une PME ou une très petite entreprise qui a un produit qui va intéresser un grand groupe, comme un grand groupe aéronautique ou ferroviaire, et qui vont pouvoir collaborer. Et cette collaboration, elle va profiter à l'un et à l'autre. Alors, il faut évidemment veiller à ce que l'accord de partage de la propriété industrielle soit pas déséquilibré et qu'il soit également profitable à la petite entreprise qui y trouve son compte. Mais l'intérêt, c'est que ça va tirer souvent les compétences de l'entreprise vers le haut. Et les exemples qu'on a montrent que dans la très grande majorité des cas, la PME a progressé à la fin du projet et s'en trouve plus compétitive. Donc là, l'objectif, c'est de bien permettre à des entreprises, mais aussi des laboratoires de recherche ou des centres techniques situés dans la région, de bosser ensemble sur des projets. Alors là, on parle d'un fort degré d'innovation, pas forcément d'innovation de rupture, mais de l'innovation qui nécessite un peu de travail de recherche en amont, avec un résultat, en général, qui fait vraiment faire un saut technique à l'entreprise et qui la rend plus compétitive. Tu peux passer. Alors, le but, c'est de bosser sur des thèmes liés à l'industrie du futur. Alors, ce qu'on appelle l'industrie du futur, c'est tout ce qui amène une modernisation ou une amélioration des process, soit par l'intégration de briques techno comme les objets connectés, l'intelligence artificielle, la robotique, la fabrication additive, soit en travaillant sur l'organisation, l'approche de la relation entre l'homme et la machine, l'organisation du travail. On peut parler aussi, bien sûr, de la transition écologique et environnementale, hein, pour la sobriété en matière d'utilisation de matières premières, d'utilisation de l'énergie, de la gestion des déchets en économie circulaire. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'industrie du futur. Donc, les projets dont on va parler là doivent être collaboratifs, donc entre deux entreprises, un labo ou une entreprise. Le chef de file doit toujours être une entreprise, parce qu'on parle de projets qui ont une finalité économique pour créer de l'activité et des emplois. Et il doit y avoir un accord de collaboration, c'est-à-dire que chaque partenaire du projet doit y participer avec ses ressources propres et être vraiment partie prenante et non pas simplement prestataire d'un autre.
et un accord doit fixer les modalités de partage de l'API. Donc, ce qu'on veut faire aussi par cet outil, c'est de favoriser la collaboration entre des labos de recherche qui travaillent avec des entreprises industrielles pour permettre du transfert des recherches faites dans les labos vers le monde industriel. Ça, c'est une source de compétitivité durable. Tu peux passer à la diapo suivante. Donc, ce que l'on finance, donc les entreprises, sur la base de tout ce qui a été dit jusqu'à présent, hein, BPI, mes collègues de BPI ont très bien expliqué ce qui était possible d'inclure dans un projet de R&D. C'est toutes ces règles-là qui s'appliquent, hein, du personnel, du matériel, également des fournitures. Pour le labo, donc on finance également avec cet appel à projet des laboratoires, notamment pour le recrutement de personnel spécifique, comme par exemple un thésard, un postdoctorant, un ingénieur de recherche recruté par le labo pour le projet, pour collaborer avec l'entreprise. Eh bien, la région pourra financer le labo pour le recrutement de ce thésard ou de cet ingénieur. Tu peux passer à la diapo suivante. Et on a donc là de la subvention. Alors, c'est ça qui est intéressant dans cet appel à projet. On est vraiment uniquement sur de la subvention. Donc, la contrepartie, c'est effectivement qu'il faut travailler sur du collaboratif. Donc, c'est parfois un peu plus long à mettre en place et un peu plus contraignant. Mais l'avantage, c'est qu'il y a derrière, en général, des retombées très fortes et très durables pour l'entreprise en termes de compétitivité, parce que l'avantage techno qui est retiré est véritablement fort. Et la rémunération, en termes d'aide publique, on est sur de la subvention qui va jusqu'à 40% pour des entreprises, donc des grandes entreprises qui peuvent aller, il n'y a pas de limite de taille, et 50% de subvention pour les petites et moyennes entreprises, donc les moins de 250. On a un plafond par projet, donc qui est de 200 000 € de subvention à se partager par les entreprises. Et si un labo est présent dans le consortium, dans le projet, on va jusqu'à 300 000 hors labo, c'est-à-dire que les entreprises là se partagent 300 000 € dans la limite des taux qui sont au-dessus. Et pour le labo, on finance donc en plus, le taux de subvention est de 50%. Et est-ce qu'il y a du budget aujourd'hui, Jean-Denis ? Oui, l'appel à projet, il est doté chaque année. Donc, il est doté par un fonds, hein, par la région. Et jusqu'à présent, là, maintenant, ça fait maintenant la 6e année que l'on a cet appel à projet. Eh bien, chaque année, il est reconduit parce que il trouve son public, hein. On finance chaque année une dizaine de projets collaboratifs. Et le taux de satisfaction est très bon, donc on le reconduit chaque année. Donc oui, il y a du budget, et là, il est ouvert jusqu'à fin juin 2025. Donc les entreprises peuvent déposer les projets là au fil de l'eau jusqu'à fin juin 2025 . Donc on a quelques exemples. Est-ce que tu as d'autres questions là, à ce stade? Après, j'ai quelques exemples pour illustrer le. Bien sûr, ouais, j'allais te poser la question avant de passer aux exemples, au niveau administratif, est-ce que c'est lourd? Alors on essaye, pareil, hein, on essaye d'alléger au maximum le dossier. On a simplement à expliquer, donc l'entreprise doit expliquer ce qu'elle veut faire, avec qui elle veut le faire et comment elle veut le faire, pour faire simple, hein. Et puis estimer le budget. Donc en fait, on a, quel que soit le dossier, hein, que ce soit chez BPI ou à la région ou dans les appels à projets, on retrouve à peu près toujours les mêmes éléments et les mêmes maquettes budgétaires. Donc, c'est relativement simple en phase de candidature pour expliquer et chiffrer le projet. Il faut évidemment être rigoureux dans la manière dont on va ensuite tracer les dépenses, parce qu'il va falloir ensuite les justifier. Donc, il faut pouvoir justifier du temps passé par les collaborateurs ou collaboratrices de l'entreprise en ayant des fiches de temps, où parfois il existe des logiciels qui permettent de dire voilà, tel collaborateur a passé tant d'heures sur le projet, sur la période. Voilà, c'est ce degré de rigueur qu'il faut. Mais au niveau du projet, on a aussi l'habitude de discuter vraiment en amont, de manière informelle, avec les porteurs de projets pour les aider. Et c'est aussi le rôle de HDFID, représenté ici par Denis, hein, d'accompagner les porteurs de projets dans le montage. En tout cas, on n'hésite jamais à dialoguer en amont du dépôt du projet avec les porteurs pour les aider, hein, à constituer et à bien expliquer leur projet et leur dire voilà, et les orienter vers tel ou tel dispositif si il y a plusieurs choix possibles.
Et tu évoquais des exemples pour que ce soit un peu Oui, plus... sur les diapos suivantes, sur les diapos suivantes, j'ai donné quelques exemples. On a une quarantaine maintenant de projets qui ont été financés. Voilà, par exemple, on a aidé dans le domaine du verre la modélisation thermique d'outillages verriers. Donc, il y a beaucoup la simulation numérique, c'est un thème qui revient très souvent dans les projets de l'industrie du futur, puisque la puissance de calcul maintenant permet de faire des miracles. Donc, on utilise ça beaucoup pour l'optimisation. Sans faire d'essais physiques qui coûtent très cher et qui prennent du temps, on utilise la simulation numérique pour ça. Elle devient très accessible aujourd'hui. Donc tu peux passer. On a autre exemple on a pour de la robotique, par exemple, pour un producteur de coquilles Saint-Jacques, on a développé une solution robotisée pour l'ouverture des coquilles Saint-Jacques, ce qui permet d'éviter les troubles musculo-squelettiques chez les opérateurs, chez les salariés. Voilà un exemple d'un projet de l'industrie du futur qui a été aidé par l'appel à projet. On en a d'autres derrière qui peuvent être montrés. Voilà la fabrication additive pour faire des pièces complexes. Là, c'était un réacteur pour la fabrication du biogaz, donc dans le domaine de la métallurgie. On a toujours en matériaux, en fabrication additive pour le ferroviaire, utilisation de matériaux biosourcés. Donc là, c'est pareil, on a fait travailler ensemble un labo qui avait des compétences en matériaux composites avec une grande entreprise du ferroviaire. C'est la possibilité d'aller chercher à l'extérieur des compétences qu'on n'a pas en interne. Et on parlait aussi du partenariat créé entre petites structures et grands groupes, justement grâce aux équipes d'HDFiD. Il y a eu une mise en relation entre une PME industrielle du nord de l'Oise et puis le groupe Accoma Fabrication que je vais vous diffuser. Voilà, on a un témoignage intéressant. C'est une entreprise, une PME de l'Oise qui a collaboré avec une grande entreprise également de l'Oise qui fabrique des tracteurs agricoles. Et on a cet exemple-là où la petite entreprise a collaboré avec un grand groupe et il s'en est sorti des résultats très très sympathiques pour l'entreprise. Donc ça, c'est le témoignage que tu vas nous présenter juste après, je crois. Ouais, c'est parti. Alors bonjour à tous, je m'appelle Adrien Meyer, je suis ingénieur en génie électrique au sein de la société RM. Je suis assistant de direction et je gère aussi certains projets innovants et en cours de développement. Donc je suis ici pour vous présenter la société RM qui a été créée en 1991, donc qui est basée à Bavigny. Nous sommes depuis 1993 le seul réparateur en France de Siemens pour la réparation des servomoteurs. Nous sommes au fil des années équipés de logiciels de CAO 3D qui nous permet de concevoir des pièces en 3D et de les fabriquer chez nous directement avec nos centres d'usinage que nous avons acquis depuis les années 2000. Nous sommes totalement autosuffisants pour la fabrication de moteurs électriques. Seul le traitement thermique et le traitement de surface sont sous-traités chez nous. Donc le métier de base de la société RM, c'est le bobinage, donc c'est par là qu'on a commencé. Le bobinage consiste à travailler du fil de cuivre pour réaliser des bobines et compléter des encoches dans des stateurs comme ce que vous voyez derrière. Nous sommes équipés de machines de roulage qui nous permet de réaliser les bobines en fonction du moteur que nous rencontrons. Donc nous sommes ici dans la partie mécanique et plateforme d'essai. Pour la partie mécanique, c'est ici que nous démontons, expertisons et réparons tout type de moteur électrique. Donc nous faisons du moteur courant continu, de l'asynchrone, du synchrone et même du synchro-reluctant. Nous sommes équipés aussi de moyens d'essai pour essayer les moteurs que nous recevons. Nous sommes capables d'essayer du moteur de quelques kilowatts jusqu'au moteur allant à 500 kilowatts. Le moteur électrique est un produit de plus en plus innovant et qui a le vent en poupe. Comme je le disais, chez RM, nous sommes autosuffisants concernant la fabrication de moteurs électriques. Grâce à l'innovation et à nos développements, cela nous a amené à travailler sur les nouvelles technologies de moteur, comme le synchro-reluctant dont je vous parlais tout à l'heure, et également de nouveaux matériaux de construction, comme l'inox réfractaire, le fer cobalt, etc. Nous sommes ici dans la partie usinage et mécanique de précision. C'est ici que se fabrique notre innovation à l'aide de nos partenaires industriels comme Siemens, Parker, VS Sensoric et d'autres. Nous avons aussi des partenariats universitaires et institutionnels comme l'IFPEN, l'Institut français du pétrole et énergie nouvelle, ou encore l'ELS2E, les arts et métiers, les IEM Unilassal, etc. La société RM est en train de développer une gamme de moteurs électriques allant de 40 kW à plus de 320 kW.
Les applications visées sont le rétrofit automobile, l'embarqué et la mobilité électrique en général. C'est en ce sens que RM et ACCO se sont associés pour développer le moteur devant équiper les prises de force de leurs machines agricoles. Pour ce faire, les deux sociétés ont déposé un appel à projet collaboratif d'innovation Industrie du futur. Nous avons eu connaissance de cet appel au projet grâce à nos contacts de la région qui ont pu nous apporter l'accompagnement nécessaire au bon déroulement de ce projet. Voilà, c'était un petit exemple qu'on souhaitait vous partager pour montrer que c'est aussi possible entre une PME familiale de petite taille, hein, ils sont moins de 20 personnes, et un grand groupe industriel qui est à la recherche de compétences. Et le projet a été accompagné par la région avec l'appui d'HDFiD pour la structuration du projet. Donc n'hésitez pas, surtout pas à leur en parler, dès lors qu'il y a une idée. Un point aussi que je souhaitais évoquer, Jean-Denis, c'était l'articulation avec ce qu'on entend parler beaucoup aujourd'hui, c'est France 2030. Je vais repartager le support de présentation. Ouais. Et puis aussi, Angélique, Camille, est-ce que vous pouvez nous aider, nous orienter par rapport à ça, parce que ça peut rester assez nébuleux. Alors voilà, là, cette dernière diapo, elle présente la complémentarité de trois outils qui sont disponibles en région et dont on a parlé, hein, que BPI France a présenté et que je viens de vous présenter. C'est d'une part donc l'appel à projet Industrie du futur qu'on vient d'évoquer, et puis deux appels à projet France 2030 en région, donc qui sont instruits en région avec les équipes de BPI et de la région. Donc vous voyez qu'il y a ces trois outils sont complémentaires dans la mesure où ils couvrent à la fois des projets collaboratifs, c'est-à-dire avec un accord de consortium entre une ou plusieurs entreprises et un ou plusieurs labos, ou plusieurs entreprises entre elles, ou des projets individuels. On a, en termes de type d'entreprise éligible, on voit que on couvre à peu près tous les champs. On a des outils qui sont accessibles aux PME, aux ETI, aux grandes entreprises, et des outils qui sont accessibles aux PME et aux ETI jusqu'à moins de 500. Vous avez également le montant des dépenses du projet. On voit que sur l'appel à projet régional, on a en général des projets qui vont jusqu'à 1 500 000 de budget. Et puis pour des projets plus importants, on a l'outil qui s'appelle IDEMO régionalisé pour du collaboratif. Et on a également différentes modalités d'aide, subventions ou avances remboursables. Donc on a en région un panel d'outils qui sont très complémentaires. Et il y a bien entendu en plus toute la boîte à outils BPI qui a été évoquée plus haut. Donc en gros, on peut dire qu'on est outillé pour répondre à la plupart des projets, pour la plupart des entreprises. Il est très rare qu'on n'ait pas de réponse, si ce n'est une réponse au moins en ingénierie, en appui conseil, qui vaut quelque chose, hein, puisque le conseil, c'est quelque chose qui est souvent déjà gratuit dans une première phase, quand il s'agit d'avoir un échange avec un conseiller BPI ou un conseiller HDFiD ou un agent de la région. Et derrière, on a des dispositifs d'aide au conseil pour lesquels il y a un ticket modérateur à payer par la société, mais ça reste très accessible. Angélique, Camille, sur le France 2030, là, plutôt les thématiques nationales, est-ce que vous pouvez apporter aussi un éclaircissement sur la complémentarité avec les appels à projets régionalisés? Sur la partie régionale, comme l'a dit Jean-Denis, on a cette idée régionalisée qui va concerner plutôt les projets collaboratifs. On a le projet d'innovation aussi, qui va être plutôt à destination du coup de projets individuels portés par une entreprise, où là, on va venir financer aussi une assiette de dépenses sous forme de subventions et d'avances récupérables, donc une assiette de dépenses de recherche et développement, de R&D. Comme l'a dit Jean-Denis, ça c'est instruit en région. On a également un troisième volet, mais qui est un petit peu moins visible, qui est filière. En fait, qui là va concerner des projets de structuration de filière. Donc qui sont souvent portés par des laboratoires, des universités. C'est aussi collaboratif, ce type de projet. Et on a le volet France 2030
national qui, lui, va se décliner en plusieurs thématiques. Donc, il y en a plein. Je ne vais pas tout vous les citer, mais grosso modo, on va retrouver des choses dans l'industrie, on va retrouver des choses dans la santé, on va retrouver des choses dans la défense, on va retrouver des choses dans l'énergie, sur les batteries, par exemple. On en a une multitude. Ça s'appelle soit des appels à projets, soit des appels à manifestation d'intérêt. On finance généralement des projets individuels ou collaboratifs de grosse taille, de plusieurs millions, généralement. Et c'est sélectif. C'est-à-dire que ça marche sous forme de concours. Il y a des relèves. Ce n'est pas une relève au fil de l'eau comme on peut avoir sur nos aides régionales. Ça va être des dates, généralement, de relève. Ensuite, il va y avoir une instruction par BPI France au national, mais également par l'État. Et la société sera désignée lauréate ou non. Donc, sélectivité beaucoup plus élevée. Ouais, sélectivité beaucoup plus accrue. En termes de chiffres, ça donne quoi? C'est un dossier sur combien qui... C'est à peu près, en réussite, il y a à peu près une chance sur 3 d'obtenir un financement. Donc, la sélectivité est assez... Puis ça va aussi dépendre des appels à projets. Sur certains appels à projets, on va avoir plus de sélectivité parce que plus de candidats. On a une enveloppe budgétaire, on a un nombre de candidats et il faut partager cette enveloppe entre les lauréats. Et c'est les meilleurs qui sont lauréats. Et où est-ce qu'on peut retrouver la liste des thématiques qui sont accompagnées? Alors, en fait, c'est simple. Vous allez sur le site BPI France et tout en haut, il y a un bandeau et c'est écrit appel à projet. Vous cliquez dessus et vous avez tous les appels à projets opérés par BPI France à l'instant T. Ouvert. Et vous pouvez aller donc chercher le cahier des charges. Et finalement, par quoi le cahier des charges pour savoir si le projet peut correspondre au cahier des charges. C'est important de bien regarder ce cahier des charges et voir que vous êtes bien éligible et que vous rentrez bien dans les thématiques. Parce que si jamais ce n'est pas le cas, en fait, vous aurez monté le dossier pour rien. Pour le coup, c'est des dossiers qui sont assez conséquents à monter, qui sont un petit peu plus compliqués que ceux qu'on a en région parce que on demande à ce que le programme de R&D soit bien détaillé, à ce qu'il y ait un phasage qui soit très détaillé. Généralement, sur la plupart des appels à projets, il va y avoir un pré-dépôt de dossier qui est plus light. Et une fois que vous êtes sélectionné sur ce pré-dépôt, vous demandez un dossier complet. D'accord, donc il y a un premier tour de chauffe avant d'engager trop de temps qui permet de voir si on va aller plus loin, quoi. Ça arrive aussi que les équipes de Paris réorientent le projet sur un autre appel à projet. Ça arrive que vous déposez sur un appel à projet et vous dites alors attention, ça ne correspond pas forcément à la thèse de l'appel à projet, mais bonne nouvelle, on a un autre appel à projet qui correspond mieux et on vous invite à aller déposer sur un autre appel à projet. D'accord, donc prioritairement, il vaut quand même mieux, en fonction des thématiques, regarder ce qui existe au niveau régional. C'est plus facile à obtenir. C'est plus facile, ça va être plus rapide aussi. Donc, il vaut mieux souvent d'abord s'orienter vers les thématiques régionales. En fait, c'est très complémentaire. C'est-à-dire, on n'est pas forcément en concurrence avec les aides nationales. Au contraire, on va plutôt, sur les aides nationales, on va être sur des projets qui sont plus conséquents. Donc, en fait, ça vient souvent après les aides régionales. Et là, j'ai envie de dire que comme sur la chose vraiment à retenir chez BPI France, c'est qu'il faut contacter votre chargé d'affaires. En fait, votre chargé d'affaires vous dira à ce moment-là, il vaut mieux que vous vous orientez sur tel appel à projet. Voilà, j'ai vu quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ou en région, c'est plus facile, ça correspond mieux à une aide régionale. C'est vraiment votre chargé d'affaires qui aura vraiment ce rôle de plateforme au sein de BPI et qui vous réorientera. Et aujourd'hui, donc j'ai une idée, j'ai un projet qui pour moi est innovant. Comment est-ce que je peux me faire accompagner par qui pour m'aider à structurer, pour que le projet rentre dans les cases, savoir si j'oublie pas une partie importante, je peux être industriel, trouver un centre technique, etc. Est-ce qu'il y a des accompagnements aussi plutôt sous la forme de conseils qui existent? Je m'adresse à Denis, puis je m'adresse aussi à... Je pense peut-être que déjà Denis peut prendre un peu la main dessus, parce que c'est vrai qu'en fait, finalement, c'est l'agence d'innovation en région et qui peut déjà bien aider l'entreprise à structurer son projet d'innovation. Et après, nous, on aura effectivement une petite offre après à faire découvrir. Tout à fait. Donc nous, on est l'agence régionale d'innovation. Donc on est financé par la région. On a un outil de la région pour accompagner les entreprises à innover plus vite. Et innover plus vite, ça veut dire qu'on aligne 3 étoiles. On aligne les projets d'entreprise, on aligne les expertises, donc tout ce qui existe en région, les bureaux d'études, les labos, les prestataires conseils.
et on aligne le financement. Donc, le financement, ça peut être les appels à projets, les AMI. Donc, il y en a à la région, il y en a à l'État, il y en a chez BPI, il y en a par filière, il y en a beaucoup. Et clairement, c'est pas lisible pour une entreprise. Donc là, je rejoins complètement Angélique. Contactez-nous à chaque fois que vous avez des projets, à chaque fois que vous avez des investissements qui sont prévus. En tout cas, l'important, c'est que ces projets soient connus de l'écosystème. Nous, on est tous en relation, BPI, la région, HDFID, on travaille vraiment main dans la main. Donc, dès qu'un projet est connu, alors il sera fléché vers toutes les aides qui sont disponibles. On est là pour ça. Voilà, donc juste un petit point pour HDFID parce qu'on est moyennement connu. On est une quarantaine en région. On est 10 à accompagner les entreprises et on accompagne à la fois les porteurs de projets, à la fois les entreprises et à la fois on a un rôle d'animation de l'écosystème. Et quelques chiffres clés, on rencontre environ 600 entreprises par an, on accompagne 400 projets, ça peut être des accompagnements à la recherche de subventions, ça peut être la recherche d'expertise, et ça peut être parfois des accompagnements en propre, parce qu'on a aussi des premiers niveaux d'accompagnement que nous faisons nous-mêmes sur compétences propres. D'accord, donc quelqu'un vient me voir d'HDFID, je comprends que j'ai 9 000 euros. C'est ce qui est indiqué sur les diapos, c'est ça? C'est l'enveloppe financière moyenne. Alors, on avait des enveloppes de subventions, alors on est en train de terminer celle de cette année. On verra l'année prochaine si on arrive à renouveler. Donc, on avait des outils qui s'appelaient Cyberconseil, Diagnostic, Industrie du futur, qui n'a rien à voir avec l'appel à projet dont on a parlé. Mais voilà, ce sont des aides incitatives pour amorcer une innovation industrielle, ambiance industrie 4.0, et puis progresser aussi sur la transition numérique, la cybersécurité. Voilà, donc là, c'était aussi pour refaire un petit point général sur toute l'innovation. On est là un petit peu sur tous les points d'innovation, à la fois pour générer les idées, pour aider à consolider les cahiers des charges et définir le besoin. Il y a souvent un gap entre l'initiative de l'entreprise, sa volonté première, et puis la construction du projet, et ensuite le fléchage vers les aides qui existent pour ça. Il y a tout un travail quand même de consolidation, parfois de découpage, de segmentation des devis, parce que les aides sont fléchées sur certaines typologies d'accompagnement. Donc voilà, on aide à ça. On va se dérouler. Et donc on a différents outils, alors qui sont très axés innovation. On a des outils de sensibilisation et pour l'écosystème, et pour les étudiants, et pour les entreprises sur l'innovation, la gestion des portefeuilles d'innovation, qui peuvent s'appeler Serum ou Innovarium. Et on a le grand frère qui est InnoScan, qui est une étude de la capacité d'innovation d'une entreprise pour savoir si elle est structurée pour ça, si elle a un budget dédié pour ça. Et puis, on construit avec l'entreprise son point de départ et là où elle souhaite arriver au niveau des compétences en innovation. Et on l'accompagne à travailler sur ses points faibles ou alors faire grandir ses points forts pour mieux innover dans l'avenir. Et ça s'adresse à tout type d'entreprise? Alors, ça de l'éligibilité. Ça s'adresse à tout type d'entreprise. C'est gratuit. C'est un accompagnement. Ça peut être fait sur 2 jours. En général, on est plutôt sur 5-6 demi-journées pour que ça soit assez complet. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui n'a pas de valeur. Donc ça a une valeur, mais qui est prise en charge par la région et parfois aussi par un autre dispositif qui s'appelle EEN. Et en tout cas, pour l'entreprise, c'est gratuit. Et puis dernier outil qui est assez sympathique, je vous parlais de la mise en relation entre les projets d'entreprise et puis les laboratoires. Il y a une plateforme donc, qui est financée par le conseil régional qui s'appelle Plugin Lab, qui liste toutes les compétences des laboratoires de recherche publics qui sont en région et de façon extrêmement précise. C'est-à-dire que vous cherchez quelque chose sur l'hydrogène, sur un point électrique, etc. Et vous allez retrouver tous les cas d'études des différents laboratoires. C'est gratuit, c'est sans inscription. Vous allez sur le site, vous tapez une recherche, c'est presque googlisé et c'est extrêmement intuitif et très pratique. Et le dernier point, qui est plutôt l'ouverture sur l'Europe, c'est Entreprise Europe Network, le réseau EEN, qui est un consortium qui vous aide à monter les projets qui ont vraiment un focus européen. Donc, c'est plutôt, donc là, on arrive un petit peu dans le deep tech, les choses où il n'y a pas de solution sur étagère, où il n'y a pas de solution qu'on puisse trouver en interne chez nous. Et donc là, il y a besoin vraiment de monter un projet qui soit beaucoup plus large, qui peut être collaboratif, mais qui peut être aussi avec des laboratoires européens. En bref, on va chercher les compétences là où elles sont.
Mais pour ça, il y a besoin d'accompagnement, à la fois parfois pour la barrière de la langue, mais aussi pour trouver les bons interlocuteurs qui peuvent être des juristes, qui peuvent être des laboratoires, qui peuvent être, enfin voilà, tout un écosystème derrière. On accompagne les entreprises à ça. Et donc, mon mot de la fin, dès que vous avez une ambition d'investir ou une problématique à résoudre, contactez l'écosystème, contactez-nous, contactez les pays, contactez la région, on vous accompagnera. Merci, Denis. Et au niveau de BPI, je crois qu'il y a aussi un outil pour accompagner à structurer les projets. Je vais revenir un petit peu en arrière. Effectivement, ça va un peu ressembler à l'offre de Denis. C'était juste pas grand-chose, mais c'est la mission stratégie innovation. Et en fait, ça va permettre également en fait, d'aider l'entreprise à structurer une démarche à l'innovation. Donc en fait, on va lui mettre à disposition un expert qui va venir 13 jours dans l'entreprise et qui va lui permettre, par exemple, de l'aider à identifier des pistes d'innovation. Et je pense que c'est hyper important puisqu'en fait, il faut rappeler quand même à nos entreprises qu'il faut savoir innover pour rester compétitif. Donc, ça peut être parfois aussi la bonne étape quand on est un peu perdu, qu'on n'a pas forcément les compétences en interne pour structurer une démarche à innovation, de faire appel à un expert qui va venir un peu nous sortir du brouillard sur ces sujets-là. Cette mission, elle se différencie vraiment du diagnostic ex-innovation parce qu'elle est beaucoup plus complète. C'est-à-dire qu'on est sur une mission de 13 jours, étalée sur 6 à 10 semaines, avec un programme vraiment de cadrage, de diagnostic, de rendu final, de formalisation de la stratégie qui est très, très complet. On s'adresse aux entreprises qui font plus de 5 millions de chiffre d'affaires, donc c'est plus restrictif aussi que plutôt sur des belles PME, voire ETI. Donc, pour plus de 3 ans, il faut également que l'entreprise ait plus de 10 salariés. Donc, c'est, je dirais, complémentaire au diagnostic ex-innovation pour vraiment pousser cette stratégie d'innovation un peu plus loin. D'accord. Et donc, pour l'entreprise, elle a un expert à coût très réduit pour l'accompagner, structurer son projet. Voilà. C'est presque un responsable d'innovation en temps partagé. En fait, la prestation, elle coûtera 5 000 € à l'entreprise après la prise en charge de BPI. Donc, c'est une prise en charge de 62% par BPI France. Ça existe depuis longtemps, puisque c'est assez nouveau, je crois. J'en avais pas entendu parler. Ça existe depuis pas mal de temps, mais c'est vrai que c'est une mission qui est très peu connue chez nous, notamment parce qu'elle s'adresse aux entreprises qui font quand même plusieurs millions de chiffres d'affaires. Donc voilà, mais ça existe depuis quelques années déjà. D'accord. Et aussi, donc, je suis un dirigeant d'entreprise. J'ai un projet. Le mieux, c'est de contacter directement les intervenants BPI, c'est ça? Tout à fait. On est 2 équipes du coup sur la région de France. Donc une équipe pour tout l'ancien Nord-Pas-de-Calais, donc qui est basée sur l'île, avec du coup 6 chargés d'affaires. Alors là, j'en ai que 5, mais j'en ai 6. Ah non, j'en ai 6. Je n'ai pas vu. Donc, c'est 6 chargés d'affaires qui sont thématisés sur le secteur. Donc, sur la partie industrielle, il y a 2 chargés d'affaires, donc Véronique et Marc. Sur la partie santé, e-santé, industrie créative, audiovisuelle, on va également avoir un chargé d'affaires sur tout ce qui est biotech, un chargé d'affaires sur tout ce qui est numérique et un chargé d'affaires sur toutes les sociétés qui vont plus travailler sur les secteurs de l'agro, de l'agritech. D'accord. Ça, c'est pour le versant nord. Chez toi, Angélique. Et pour le versant sud, donc, qui correspond à l'ex-Picardie, on a une équipe qui est un peu plus réduite. Donc, alors, j'ai Valérie Todon qui s'occupe de la Somme et du nord de l'Aisne. Et j'ai Alexis Pantaléo qui est basé à Compiègne et qui va s'occuper de l'Oise et du sud de l'Aisne. Et par contre, là, la spécificité par rapport à Lille, c'est que les chargés d'affaires sont polyvalents puisqu'ils vont s'occuper de tous les secteurs d'activité. Donc, ils vont s'occuper de la santé, de l'industrie, du numérique. Donc, ils vont toucher à tout. D'accord. Et allez, je pose une question. Je ne sais pas si elle est piège ou pas. Le budget innovation pour les Hauts-de-France, ça représente combien? On est à peu près, alors je vais parler pour toutes les deux, en combiné, on est aux alentours quand même sur une année à peu près de 100 millions d'euros, voire même sur certaines années, on dépasse les 100 millions d'euros par an distribués.
distribuer. En fait, au niveau du budget, on a des budgets en début d'année, mais on a aussi la possibilité de redemander du budget en cours de route si on voit que l'écosystème est bouillonnant. Et il y a certaines années où effectivement on redemande du budget au national et c'est des choses qui sont possibles. Donc on n'a pas forcément de contraintes budgétaires, on ne va pas forcément sélectionner les entreprises à notre niveau pour des questions budgétaires. Ce sera plus, voilà, on va plus les sélectionner sur le projet, sur la capacité financière de la société, sur la structuration de l'entreprise, mais pas forcément, ça ne va pas forcément être lié à des contraintes budgétaires chez nous. Après, bon, il y a certaines années où c'est plus ou moins quand même facile d'aller chercher du budget. Donc quand même, je recommande aux entreprises de quand même venir dans l'idéal le plus vite possible dans l'année pour nous solliciter, puisque ça peut arriver que sur certaines lignes, et notamment sur la partie des fois subventions, ça peut très vite partir. Et je pense que tout le monde connaît un peu les contraintes budgétaires des finances publiques, c'est pas toujours évident. Donc ça nous arrive d'aller chercher du budget supplémentaire, et on n'a jamais de garantie qu'on aura forcément ce budget. Donc quand même, il est toujours préférable de venir nous chercher sur le premier semestre. Bon, il nous reste encore du budget, vous venez quand même encore nous chercher au mois de juin, mais c'est sûr qu'on va être peut-être parfois pousser quelques sujets sur 2025 quand des fois on a plus de budget sur certaines lignes. Donc surtout ce qui est très important, c'est de venir nous voir dès que vous avez une petite idée de la structuration du projet. C'est-à-dire, n'attendez pas le dernier moment, n'attendez pas d'être short niveau trésorerie pour venir nous voir. Parce que on reste une banque et même si on a une mission de service public et que effectivement on a des subventions, on a des outils à notre disposition, on va regarder quand même la solidité financière de l'entreprise. Donc, quand les sociétés viennent nous voir trop tard, en fait malheureusement nous on n'est pas forcément en capacité d'intervenir. Donc c'est important de venir nous voir le plus tôt possible et d'entretenir ce lien avec son chargé d'affaires, d'avoir un point de contact et voilà, tous les 6 mois, vous faites un petit call de mise à jour, d'update sur l'entreprise. Et si je peux me permettre aussi, pour faire un petit rappel du début du webinaire, de venir nous voir très tôt dans le projet pour qu'on puisse prendre toutes les dépenses. Ça arrive assez régulièrement qu'on vienne nous voir au moment quasiment où le projet démarre. Et le temps qu'on puisse nous faire le dossier, malheureusement, généralement que ce soit en un clic, mais il y a quand même un petit peu de process. Donc, il faut vraiment que l'entreprise vienne nous voir vraiment en amont pour qu'on puisse prendre les premières dépenses et qu'on puisse garantir de pouvoir prendre les premières dépenses. Très bien. Et une note aussi quand même positive, c'est que je crois que l'État a mis le focus sur l'accompagnement de l'industrie. Oui, c'est l'un de nos axes cette année stratégique. C'est vraiment d'aller chercher ces industriels qu'on n'allait pas chercher forcément auparavant, qui innovent et qui ne savent pas qu'ils innovent. Et donc l'idée, c'est aussi d'intervenir avec nos outils de financement classiques, de cofinancement, et de pouvoir intervenir à la fois en cofinancement et en innovation dans ces belles PME, ces ETI, qui ont des projets et qui ne le savent pas forcément. On a une question d'Emmanuel et d'Olivier qui se rejoignent. Comment est-ce que l'aide à l'INO s'articule avec le CIA, le CI, Crédit d'impôt recherche et Crédit d'impôt innovation? On va continuer sur les réponses de Normand. Ça dépend des dispositifs. Si on prend par exemple le cas de l'avance récupérable, jusqu'à ce que vous ayez terminé le programme de R&D et que vous ayez montré que vous n'avez pas d'échec technique, l'avance récupérable est considérée en partie comme de la subvention. Donc vous ne pouvez pas déclarer les dépenses que vous avez déclarées dans votre programme de R&D dans le CIR. Par contre, vous pouvez, à la fin du programme, quand vous rentrez en amortissement, donc que vous commencez à rembourser votre avance récupérable, qui n'a pas eu d'échec, là, vous pouvez redéclarer ce que vous n'avez pas déclaré pendant la durée du programme. Donc, ce qui correspond au programme. Pour le prêt, ça n'a pas d'impact sur le CIR, c'est-à-dire que vous déclarez votre CIR comme vous le déclareriez sans ce prêt, tout simplement parce que c'est du prêt. Donc ça se rembourse. Sur la subvention, par contre, tout ce que vous déclarez pour les subventions, vous ne pouvez pas le déclarer dans l'assiette de CIR. Ce qui est important en fait, de bien comprendre, c'est que nos aides, les aides de la région, les aides de l'État, on ne peut pas venir financer 2 fois la même chose. On vient financer qu'une seule fois l'entreprise sur une dépense et on ne peut pas venir compléter un bout de financement avec un autre pour la même dépense. C'est une aide, une dépense.
Donc, il y a un petit calcul à faire pour savoir ce qui est plus intéressant. Il y a un calcul à faire pour savoir ce qui est le plus intéressant. Dans tous les cas, même sur la bourse récupérable, comme c'est rattrapé quelques années plus tard, c'est juste le délai en fait qui va varier. Pour le crédit d'impôt innovation, C2I, c'est le même mécanisme. Merci. On va attendre quelques instants, savoir s'il y a d'autres questions. Un invité surprise. Est-ce que tu as des questions à elle? Spécialement. Pas spécialement. Et puis, s'il y avait, en attendant les éventuelles questions, s'il y avait un mot de la fin pour peut-être pour conclure vos interventions, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire passer comme message? Je pense qu'on a pu voir qu'il y avait beaucoup d'outils, pas forcément toujours lisibles pour les entreprises. Donc, il y a de l'argent à venir chercher sur le programme d'innovation. Donc, j'ai envie de dire, venez nous voir, contactez-nous, que ce soit BPI France, HDFID ou la région. On aura de quoi accompagner les entreprises. Donc, c'est oser. Et contactez-nous le plus vite possible. Voilà. C'est important et de manière régulière aussi. Et Paul Denis. Et ça va rejoindre un petit peu. Dès que vous investissez dans un outil productif, dans de l'innovation, dans n'importe quoi, contactez l'écosystème pour voir s'il y a des aides qui sont fléchables derrière, soit du conseil, soit du financement. Mais dès que vous investissez, consultez-nous. On a la chance d'avoir des bons contacts dans la région de France. Ça échange beaucoup, hein, à contrario à ce qui peut se passer malheureusement dans d'autres écosystèmes. Donc, profitez-en, les gens se parlent et travaillent ensemble. Alors, vous posez une question ou une remarque à faire, l'info circule bien. Il y a Emmanuel qui redemande le délai moyen entre le dépôt de la demande et le démarrage du projet avec une aide qui a été validée. Alors, tout dépend du dispositif. Sur nos dispositifs régionaux, on est sur un délai moyen, on va dire, de validation entre 1 et 2 mois. Post-dépôt du dossier complet, j'entends. Si on a beaucoup d'allers-retours à faire avec l'entreprise parce qu'il manque des documents, forcément, ça rallonge le temps de traitement. C'est toujours d'être très réactif. Voilà. On sait qu'il y a quand même une réalité économique derrière. Donc, on essaye toujours de simplifier et d'aller au plus vite. Effectivement, il y a toujours un petit délai incompressible chez nous en termes d'études. Donc, il faut compter à peu près effectivement 1 mois. Et par contre, sur les aides nationales, là, on peut être sur des délais qui sont beaucoup plus longs, notamment parce que, comme j'ai expliqué, ça marche par système de relève. Donc, on peut être sur des délais de 6 mois pour certains projets. Par contre, sur le petit outil, un petit financièrement parlant, axe d'innovation, ça va plus vite. Oui, ça va assez vite. Ça va en moins d'un mois, normalement, c'est bon. Ce qui est important à retenir, c'est le principe d'incitativité, c'est-à-dire que dès lors que le projet est connu et que le dossier est déposé, alors c'est plus sympa de connaître la réponse tout de suite, mais le projet sera pris en considération dans l'aide, quelle que soit la durée, même si la réponse met 1 mois, 2 mois, 6 mois à arriver. Si c'est oui, ça sera oui de toute façon. Alors que si on fait le contraire, c'est-à-dire si on signe le devis et qu'on dépose la demande 3 jours après, de toute façon, c'est cuit parce qu'il n'y a plus de principe d'incitativité. Il faut que tout soit connu en amont. Très bien. Merci Denis, merci Angélique, merci Camille. Il n'y a plus d'autres questions, donc je vous propose de clôturer ce webinaire. Il y a une dernière question. C'est une dernière question. Donc, toujours Olivier, existe-t-il un parcours type pour votre relation avec les financeurs et les accompagnateurs? Parcours type, là-dessus, vous pouvez rentrer par HDFID, par BPI France, par qui vous voulez. Industrie, par Cap Industrie, par un incubateur. En fait, on se parle tous dans la région et c'est ça qui est important à retenir, c'est qu'on se parle tous, que tous les organismes parlent ensemble. Voilà, que ce soit la région HDFID, les incubateurs, ça peut aussi également être par le réseau des réseaux de prêts d'honneur, ça peut être par les laboratoires, les SAT, voilà. On se connaît tous. Oui, on se connaît tous. Et puis, le point important à retenir, c'est qu'on vise tous la même chose, c'est l'intérêt de l'entreprise. Puisque ça vient concourir au développement économique, développement industriel du territoire. On est là pour vous aider, pour vous accompagner. Et pour pouvoir rentrer spécifiquement en contact avec BPI France, si vraiment vous n'avez pas de chargé d'affaires, soit vous nous envoyez un mail, je pense que vous avez notre adresse mail sur ça sera diffusé dans la support, présentation.
Soit sinon, vous pouvez également aller sur le site de BPI France en ligne et faire une demande de mise en relation innovation. Et un chargé d'affaires vous sera attribué. Et lui, ce sera vraiment votre porte d'entrée chez BPI France. Jean-Denis, un petit mot pour conclure? N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ne vous censurez pas dans l'entreprise. Vous avez un projet, il n'y a pas de petit projet, il n'y a pas rien n'est impossible. Simplement, faites-vous aider. Et comme l'a dit tout le monde, vous n'êtes pas seul, on est là pour vous aider. Et en général, ça se passe très bien. On est bienveillant. Très bien, merci beaucoup. Merci Camille, merci Angélique, merci Jean-Denis, merci Denis. On reste à votre écoute, à votre disposition. Donc le support vous sera diffusé et vous aurez les coordonnées de tous les intervenants regroupés au sein de ce support. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. À bientôt.